Hop, c'est parti. Donc maintenant, on va voir concrètement l'expérience de jeu telle qu'on l'a conçue précédemment, quel va être l'objectif final, et donc qu'est-ce que l'on va développer tout au long de ces vidéos. Donc je vous montre une capture qui a été réalisée sur un simulateur sur ordinateur. Du coup, toutes les coordonnées GPS vont être simulées. Du coup, il y aura des téléportations, il n'y aura pas la même notion de déplacement avec un petit point qui se déplace parce que l'utilisateur marche. Donc là, on se retrouve sur l'écran de départ qui est la fiche de présentation du jeu. On va retrouver le pitch, la mission du joueur, des informations sur le point de départ. On retrouvera aussi des informations pratiques par rapport à l'expérience de jeu en elle-même, mais là, plus des informations liées un petit peu à la balade, sur la difficulté, l'âge minimum, la durée, la distance, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on pourra paramétrer. Donc le point de départ, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir paramétrer parce que le point de départ va nous permettre de définir quel est l'emplacement géographique qui va permettre de lancer la partie. Si le joueur n'est pas physiquement présent avec son téléphone à l'endroit indiqué, il ne pourra pas jouer. Donc on a vraiment cette contrainte physique, géographique, d'être présent sur le lieu pour pouvoir lancer la partie. Donc là, je me téléporte sur le point de départ, le bouton débuter est actif, je peux lancer ma partie. Donc là, on a ce qu'on va appeler un time travel, c'est-à-dire que le joueur se retrouve maintenant en 1940, on change d'époque, et on se retrouve donc à la bonne époque pour retrouver Jean Moulin. Là, comme on l'a vu, Lucas, notre agent de contact, va nous envoyer un message. C'est une interface particulière de discussion qui ressemble à une interface de chat. Et Lucas donc, nous envoie des messages. Il m'interpelle, bonjour Romain. Le fait d'écrire Romain, c'est quelque chose qui va être ce qu'on va appeler une variable, c'est-à-dire que c'est un code que l'on va inscrire qui est juste un petit mot à connaître qui permet de mettre le nom du joueur à la place automatiquement. Ça nous permettra de personnaliser un petit peu l'expérience. Donc ça, on verra comment on le fait plus tard. Toujours est-il que donc là, Lucas nous présente un petit peu le brief de la mission, à savoir retrouver Jean Moulin et le sauver. Il nous envoie un premier document qui va être une instruction par rapport au rendez-vous que l'on va devoir résoudre pour aller retrouver la personne sur place et infiltrer le groupe des méchants. Donc Lucas nous explique vraiment la mission en nous disant, voilà une photo de la place de la Comédie, voilà des instructions que l'on a trouvées, infiltre le groupe des méchants pour contrecarrer l'attentat. Donc là, on est sur l'interface de jeu, donc qui se veut très épurée, euh, car toute l'expérience vraiment va se baser sur la narration, l'histoire que l'on va raconter, et sur le fait de vivre dans un environnement et d'évoluer dans un vrai environnement physique. Du coup, le téléphone est vraiment là uniquement pour soutenir l'expérience, et l'expérience se base sur ce que l'on vit autour de nous. D'accord? Donc le téléphone, on passe généralement, on essaye d'avoir un ratio, nous, avec 15-20% du temps avec les yeux sur le téléphone, et le reste du temps, c'est le nez en l'air à fouiller et à regarder ou à discuter. Donc voici l'inventaire du joueur, qui est un espace où on va retrouver les documents que l'on peut trouver soit au travers de l'expérience, via des personnages qui vont nous le donner, soit on les trouve en parterre, par exemple, soit Lucas qui nous les envoie. Donc là, en l'occurrence, Lucas nous a envoyé deux documents. Le premier document va être donc un document que l'on a fait en interne, qui n'est pas un document d'archive, qui nous parle du coup d'un rendez-vous qui serait place de l'œuf sous le premier lampadaire, comprendra qui pourra, et des informations sur la météo. J'attire votre attention sur la petite ampoule en haut à droite, qui est en fait un outil qui permet au joueur, s'il le veut, d'obtenir des indices. En appuyant dessus, le joueur pourra avoir un indice sur le document pour l'aider à résoudre son énigme. On peut mettre autant d'indices que l'on veut quand on conçoit notre jeu. De coutume, le dernier indice est la réponse à l'énigme afin d'être sûr que le joueur ne reste pas bloqué. Donc le deuxième document que l'on va ouvrir de suite, c'est une vieille photo, comme on peut l'apercevoir. C'est une photo de la Comédie dans les années 40. Et alors, pour vous donner aussi l'information, le point de départ de l'expérience du jeu est à peu près l'endroit où la photo a été prise. Ce qui permet très facilement aux joueurs d'avoir des repères visuels très forts, comme les trois grâces que l'on voit ici, mais aussi l'opéra que l'on voit au fond. Les bâtiments, globalement, n'ont pas bougé non plus. Donc le joueur a assez facilement sous les yeux la correspondance entre cette photo de 1940 et la place qu'il peut voir du coup au XXIe siècle. Donc une chose qui a changé par rapport à 1940 et de nos jours, c'est qu'à l'époque, la place de la Comédie était un rond-point, alors que maintenant c'est une place piétonne avec uniquement le tramway qui passe sur les côtés. Et l'énigme justement se base sur ça, car comme on le constate ici, on voit que le rond-point giratoire a une forme assez particulière et en particulier il ressemble un petit peu à un œuf. Les trois grâces d'ailleurs seraient un petit peu le jaune d'œuf. Et du coup, cette ressemblance en termes de disposition et de forme a fait que la place de la Comédie a eu le surnom, un petit peu officieux, de place de l'œuf. Ça, c'était plutôt une anecdote montpelliéraine. Beaucoup de locaux la connaissent, mais très peu de personnes de passage la connaissent. Donc là, l'énigme, c'est justement de faire le parallèle, de remarquer qu'il y a une forme qui ressemble à un œuf. Et si on regarde, on voit un premier lampadaire ici. Donc physiquement, il suffit au joueur de retrouver
les anciennes traces de l'œuf, d'aller au bout de l'œuf, et à partir de là, il aura résolu l'énigme, et en théorie, il rencontrera un personnage avec lequel il pourra discuter. Donc, ça va être l'énigme, la première énigme pour débuter. Comme vous voyez, c'est une énigme qui doit amener le joueur à bouger très vite et forcément se déplacer. On ne veut pas commencer l'expérience par une énigme mathématique qui serait plutôt décourageante et ennuyeuse. Donc là, on est sur quelque chose où il faut bouger. Donc là, le joueur, en résolvant l'énigme, a dû se déplacer. On voit ici la fontaine de Trois Grâces, donc on est vraiment a priori à l'extrémité de l'œuf. Et en réalité, on le remarque visuellement, donc là, moi je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait être sur place, mais on voit vraiment qu'il y a une différence de dallage au sol avec une couleur plutôt blanche sur la place de la comédie classique, là où ce sera plutôt du rouge foncé au niveau de l'ancien giratoire. Donc on a aussi une double indication visuelle, ce qui va vraiment aider le joueur à se placer au bon endroit. Dans tous les cas, quand le joueur va arriver à l'endroit indiqué, on va lui amener une anecdote historique. Cette anecdote, c'est un petit fait qui est en lien avec l'énigme pour lui expliquer, ben voilà, tu as résolu une énigme, voilà le lien avec l'histoire, et voilà le petit fait historique que l'on voulait t'indiquer et que l'on espère que tu retiendras. Donc là, en l'occurrence, c'est une référence à la place de l'œuf et pourquoi ce surnom-là. Et il a amené le joueur aussi à constater la différence de couleur au sol. Donc, le fait de se déplacer à cet endroit a fait deux choses. Déjà, premièrement, nous avons vu l'anecdote, et la deuxième chose, c'est l'apparition d'un personnage sur la carte qui n'était pas présent précédemment. Ce personnage, le joueur va pouvoir interagir avec pour pouvoir lancer une discussion. Comme on le voit, la discussion est vraiment différente de celle que l'on a pu voir précédemment avec Lucas. Lucas, on était sur une interface plutôt chat, avec notamment la possibilité d'avoir un historique, c'est-à-dire qu'on peut revenir aux anciens messages. Dans une discussion avec ce que l'on va appeler un personnage non jouable, donc un PNJ ou un NPC en anglais, vous pourrez voir potentiellement les deux termes, parce qu'on fait souvent la bascule de l'un à l'autre sans forcément s'en rendre compte. Euh, Quand on discute avec un personnage comme ça, l'objectif avec ce genre de discussion, c'est vraiment de retranscrire une notion d'échange verbal. C'est comme si on avait la personne en face de nous et on discutait. Là, on n'a pas d'historique. C'est-à-dire que la personne nous met un message, ça enchaîne avec un autre message où le joueur peut y répondre, ou le joueur a le choix dans les réponses, mais on ne peut pas voir le message précédent. Ça, c'est très important aussi de l'avoir en tête quand on conçoit nos scénarios. Donc là, en l'occurrence, Bertrand, qui est le personnage de contact, donc un des méchants, qui nous pose la fameuse question pour savoir quel est le mot de passe. Donc là, si on se rappelle un petit peu, dans notre premier document, on voyait qu'il y avait une information sur la météo. Donc effectivement, on a à Montpellier, il fait beau toute la journée et potentiellement il pleut le soir parce qu'il a fait très chaud la journée. Du coup, il va pleuvoir la nuit. Donc Bertrand nous dit que c'est la bonne réponse. Et à partir de là, il nous fait confiance. Et donc, il va nous donner, toujours dans un langage un petit peu camouflé, hein, n'oubliez pas, on est dans un jeu, il faut garder un petit peu d'immersion, il va nous donner un fameux parapluie. Donc tout ça, on le verra plus tard. L'écran jaune que vous avez vu, c'est simplement un écran de debug qui n'est valable que quand on est sur simulateur. Dans l'expérience de jeu, il n'est pas présent. Donc, Bertrand nous a donné un parapluie, forcément, il va pleuvoir. Dans ce parapluie, il nous a glissé plusieurs éléments. Donc, un poème et un code crypté. On va de suite voir dans l'inventaire les documents que l'on a obtenus. Donc, on a en premier lieu un poème, qui est un poème qui parle justement des fameuses cariatides, et qui nous décrit un petit peu à quoi ressemblent ces cariatides, ces statues. Les cariatides, même si on ne sait pas ce que c'est qu'une cariatide, on comprend indirectement que ça va être des statues. Pour comprendre aussi un petit peu à quoi ressemble la place de la Comédie, c'est une place qui est quand même assez aérée, assez jolie, avec beaucoup de bâtiments anciens, et notamment beaucoup de détails architecturaux et beaucoup de statues autour de la place. Donc, naturellement, le genre va s'orienter vers ça. Euh, le deuxième document que l'on va observer rapidement, on comprend très vite qu'on ne peut rien en faire parce que concrètement, on a quatre éléments visuels, des chiffres, mais autour du joueur, il n'y a vraiment rien de visible qui permettra d'utiliser en tout cas ce document-là. Donc spontanément, le joueur va plutôt utiliser le poème pour se repérer, et donc là, le jeu va être de se déplacer dans la place de la comédie, vraiment en restant dans son périmètre là, et de chercher ces fameuses quatre cariatides, ces quatre statues. Quand le joueur aura trouvé ces quatre statues, il va y aller physiquement, il va se déplacer, et en arrivant sur place, donc là je vais encore une fois me téléporter, et en me téléportant à l'endroit indiqué par le poème, je vais réussir à trouver donc ces fameuses statues, et je vais trouver au pied le fameux coffre dont on a parlé dans la vidéo précédente. Ce coffre, donc je vais le ramasser, hop, donc là je l'ai récupéré, voilà. Donc là ce coffre il a été ajouté à l'inventaire du joueur, donc dans l'inventaire on retrouve ce fameux coffre, et on voit que ce coffre, il est protégé par un code à 4 chiffres. Et donc là, naturellement, le joueur se rappelle qu'il n'y restait qu'un seul document avec justement 4 chiffres, qui est le document avec les icônes que l'on voit ici. Donc là, l'énigme à résoudre, ça va être simplement de observer les cariatides, et chaque cariatide aura un des éléments
comme icône ici. Donc parchemin, l'icône du commerce, un marteau, une masse pour l'artisanat et du raisin pour l'agriculture. Et on verra vraiment ces éléments visuellement sur chacune des statues. Et en prenant l'ordre des statues, on arrivera à remettre les éléments dans le bon ordre, à savoir 1 pour le commerce, 8 pour l'agriculture, 8 pour l'artisanat et 5 pour l'apprentissage. Ce qui nous donne 1, 8, 8, 5, qui est donc d'ailleurs une date. Et à ce moment-là, on aura ouvert, on aura obtenu le coffre, le code pour obtenir le coffre. Pour ouvrir le coffre, on obtiendra des éléments à l'intérieur et on aura une petite anecdote aussi sur la date. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là, puisqu'elle fait déjà 10 minutes. Mais au moins, ça vous permet de comprendre un petit peu concrètement ce que l'on va développer. Et par la suite, donc dans le reste du jeu, on croise simplement Jean Moulin avec une nouvelle discussion, une énigme, donc là, une interaction différente dans la discussion. Mais globalement, ça reste très proche de ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc maintenant, on va se retrouver sur le studio pour créer tout ça depuis zéro. Et à la fin de ces quelques vidéos, vous serez capable de développer le jeu complètement. Je vous dis à de suite.